aujourd'hui, tout ce que nous vivons est totalement illicite en matière de privation de liberté. Et ça, il faut vraiment, vraiment le comprendre. Quand j'entends Olivier Véran hier dire s'il faut, parce que 40% des Français veulent pas se faire vacciner, s'il faut, on l'imposera, ce sera obligatoire. Là, je suis très surpris. Je rappelle que quand la variole, le vaccin était obligatoire, c'était justifié. La variole, c'était plus de 30% de morts depuis des siècles. 30%, c'était énorme. Dans toutes les familles, on perdait des enfants de la variole. Qu'il soit obligatoire à l'époque, je trouvais ça totalement justifié. Maintenant, il y a entre 10 et 20 morts par jour en France. On va vacciner tous les Français. C'est du délire total. La démocratie, aujourd'hui, elle est masquée, elle est bâillonnée, et les parlementaires, aujourd'hui, ne servent à rien. Donc, c'est-à-dire que si le Premier ministre, comme il y a déjà quelques sous-entendus, décide de proroger cette obligation d'être masqué, et en effet, je sais, pour l'avoir entendu hier de Didier Raoult, qu'encore une fois, le masque à l'air libre, à l'extérieur, ne sert strictement à rien. On peut vous garder masqué jusqu'après l'hiver. Donc, fort de ce constat, il faut, et je m'interroge, et vous êtes tous là à vous interroger, dans quel but ? Si sur le plan médical et scientifique, et merci professeur de nous le redire, ce n'est pas utile, à quoi ça sert ? Le nombre de décès maintenant est devenu extrêmement faible, c'est entre 10 ou 20 et c'est encore en train de baisser, alors qu'il y avait 500 décès par jour au cœur de l'épidémie. Et on nous fait croire que la deuxième vague est là. Tous les jours, quand vous regardez la télé, vous ouvrez votre téléphone avec les informations d'Internet, on vous dit, ça y est, la pandémie flambe en France, dans tous les pays, c'est la catastrophe. Hier, j'ai vu le système de santé français, l'hécatombe parmi les soignants. Mais tout ça, c'est complètement ridicule, c'est inventé. Les masques ne servent à rien, sauf pour les soignants, sauf pour les personnes qui ont des symptômes, pour leur entourage, dans certaines circonstances. Même dans les endroits clos, le masque à l'école, pour moi, c'est un délire total, alors que les gamins, ils sont pas malades. Et même dans les open space, dans les entreprises, on devrait dire aux gens, si vous avez des symptômes, restez chez vous, appelez votre médecin, faites un test, et puis on dépiste l'entourage, éventuellement les collègues au travail. Mais ce port systématique, parce qu'on va vous le faire porter pendant des mois et des mois, parce qu'Olivier Véran a annoncé hier qu'il accélérait toutes les procédures d'évaluation des vaccins, qu'on allait avoir le vaccin au printemps. On va vous faire porter le masque jusqu'au printemps, par n'importe quel prétexte. Donc ça, je suis absolument pas d'accord. Et cette seconde vague, soi-disant, qui arrive, c'est uniquement créé par les tests qui ont un test PCR. Le test, on détecte le virus dans le nez, mais c'était pareil avec la tuberculose, avec d'autres bactéries ou virus. Il y a à peu près 3% de faux positifs. Donc, quand Olivier Véran est très fier de dire on va faire 1 million de tests par semaine, je dis stop. Faire des tests en population générale, c'est complètement stupide. En médecine, j'ai toujours appris ça en microbiologie, en épidémiologie. Les tests PCR doivent être ciblés sur les gens qui ont des signes cliniques ou leur entourage. Et donc, 1 million de tests par semaine, ça veut dire 30 000 faux cas qui sont des faux positifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus, mais le test est faussement positif. Puis, il y a quand même des gens qui ont vraiment le virus, donc on en rajoute à peu près 20 000, je pense, qui ont le virus. Mais quand on regarde les statistiques, ce sont des gens jeunes en bonne santé qui ont soit pas de symptômes, soit un petit rhume ou une petite grippe. Et alors, il y a quand même, je reconnais que l'épidémie n'est pas terminée, il y a encore des personnes hospitalisées. Mais maintenant, des personnes hospitalisées, j'en ai 6 dans mon service. Avant, j'avais un bâtiment plein sur plusieurs étages avec des dizaines de médecins volontaires, même des chirurgiens qui étaient venus nous aider. Bon, maintenant, il y a un médecin ou deux qui gèrent 6 malades. Donc, on instrumentalise la peur. Et c'est pour ça que j'ai peur pour la démocratie, parce que là, pour moi, c'est presque une dictature sanitaire et ça me fait très peur. Donc on a là des services de l'État qui sont réellement aux ordres pour maintenir une forme de discipline citoyenne. Là aussi, je pèse mes mots parce que c'est plein de sous-entendus ce que je dis. Mais une discipline, depuis le début, on infantilise la population
et on la terrorise. Jean-Luc, tu citais tout à l'heure Jérôme Salomon, qui était là pour tous les soirs. Il était habillé en noir, il terrorisait le monde en disant tous les jours le nombre de morts supplémentaires. Heureusement, on l'a plus, mais j'ai envie de vous dire, on en reste à une médiocratie gouvernementale qui donne des ordres en permanence, toujours sur le régime de la privation de liberté, parce qu'en clair, et si tu m'autorises à redire un tout petit peu des choses sur ces privations de liberté, depuis l'état d'urgence, et on nous a fait croire, avec une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, contre laquelle j'ai voté, il n'y avait que le titre qui était extrêmement séduisant, puisque ça s'appelait « Sortie de l'état d'urgence sanitaire », hein. Mais cette loi qui a été votée avant l'été permet au gouvernement, à l'exécutif, de prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans les parlementaires. C'est-à-dire que c'est pour la première fois depuis la Ve République que les parlementaires, sénateurs ou députés n'ont plus leur rôle fondamental à jouer d'évaluation et de contrôle du gouvernement. Il faut suivre la situation au jour le jour. Ce que je reproche aux experts et au gouvernement, c'est qu'il y a l'évidence sous leurs yeux, puis ils continuent de façon dogmatique, comme si le virus était le même que quand il y avait beaucoup de morts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que dans des espaces très clos, avec des personnes à risque, et moi je suis entièrement d'accord pour le port du masque, mais pas en situation générale. Et quand à un moment donné, il y avait la recommandation dans les entreprises que uniquement le personnel qui était au contact de gens qui venaient de l'extérieur porte le masque, c'était logique parce que le virus pouvait rentrer avec des visiteurs. Quand c'est des collègues qui sont tous dans le même bureau, qui se connaissent, aucun n'est malade, il y en a plein qui ont déjà fait le Covid il y a 3 mois, qu'on leur oblige à porter toute la journée un masque, ça n'a plus de sens. Faut nuancer les choses, il faut laisser un peu aussi la liberté, le bon sens aux gens. C'est pas au gouvernement de décider pour tout le monde. Jusqu'à 40% des PCR positifs sont en fait négatifs. Oui, c'est la... Donc là aussi, la sensibilité des tests, la spécificité des tests nous interpelle, nous interroge. S'il y avait eu la moindre diffamation, j'aurais déjà été attaqué en justice depuis longtemps. C'est pour ça que ça ennuie le gouvernement, ça ennuie mes collègues infectiologues et autres, c'est qu'il y a zéro diffamation, contrairement à ce qu'ils ont dit sur les plateaux de télé. Ça, je tiens à dire. Et non plus, il y a zéro infraction au code de la déontologie médicale, contrairement à ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils sont ennuyés actuellement, ils sont un petit peu aux abois et dos au mur et qu'ils deviennent très agressifs. On nous a dit quoi tout au début? On vous a dit quoi tout au début? On ne sait pas, c'est vrai, on ne savait pas grand-chose de quel était ce virus. Surtout, restez chez vous. Quand on est malade, la première personne qu'on va consulter, c'est quand même son médecin généraliste. Des bureaucrates de la haute administration des ministères de Paris ont interdit en France aux médecins d'exercer leur art par 2 décrets des 25 et 26 mars de cette année, qui étaient en plus totalement, là encore, illicites, puisque la loi qui s'impose et qui est dans le Code de santé publique, je ne vais pas vous citer le code, si je peux vous le citer, 515.1-1 du Code de santé publique, qui donne l'obligation aux médecins de traiter. Et je vous rappelle ce que je disais en introduction, que dans notre Constitution, le droit inaliénable, c'est l'accès aux soins et l'obligation pour l'État de protéger la santé de tout le monde, et encore plus les plus vulnérables. Donc si on avait, j'allais dire, été logique, il fallait confiner ces personnes les plus vulnérables, nos anciens, les personnes immunodéprimées, les personnes qui avaient une pathologie chronique, mais sûrement pas de façon totalement illégale, tout le pays. Christian, vous vouliez apporter une précision ? Pour rebondir sur les décrets, ils ont été passés après avis du Haut Conseil de la Santé publique. J'ai présidé la commission pendant des années et des années. C'est moi qui ai écrit le règlement intérieur, la charte des conflits d'intérêts. Ces avis du Haut Conseil de la Santé publique, pour moi, étaient totalement illégaux.
il n'y a pas eu de réunion de la commission. C'est un groupe de travail avec des membres du Haut Conseil, des membres qui n'étaient pas du Haut Conseil. Normalement, dans chaque réunion, chaque membre doit déclarer ses conflits d'intérêts sur le sujet à l'ordre du jour. On va y venir tout à l'heure parce que j'avais l'intention de parler de ce problématique. Je suis juste là pour dire qu'il n'y a aucune... On peut les lire, les avis, hein, ils ont été publiés. Donc, pas de vote, pas de déclaration des conflits d'intérêts. C'est en totale contradiction avec le règlement du Haut Conseil de la santé publique. Vous vous rendez compte qu'un ministre ait accepté ça? Et quand j'ai dit publiquement qu'il n'avait peut-être pas fait attention, qu'il s'était trompé, il a dit non, les liens d'intérêt, c'est légal. Et qu'il y avait des membres de la commission, dont le président, ont des conflits d'intérêts majeurs. Ils n'auraient même pas dû siéger, ils auraient dû se retirer. Parce que de mon temps, quand que je présidais, si un des membres avait un lien d'intérêt majeur avec un sujet à l'ordre du jour, il pouvait donner son avis au début, mais après, si c'est sur les sujets chauds, il quittait la salle, il ne participait pas au vote et à la décision. Là, il aurait fallu que le président, le vice-président, représentant de l'Institut Pasteur, des gens éminents dans la commission, se retirent. Or, ils sont présents dans la vie. Donc là, il y a eu un manquement très grave dans le fonctionnement de nos institutions. On va parler du professeur Raoult et de sa chloroquine. Ça, c'est important d'en parler. Alors, Christian Perron, vous connaissez bien, Martine Vonner aussi. Jean, je ne sais pas si tu connais professeur Raoult. Voilà. Je crois que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une sommité mondiale dans son métier. Je sais bien qu'il y en a certains qui le font passer pour un druide provençal un peu allumé, quoi. Mais c'est quand même une sommité dans son métier, dans sa profession, et depuis longtemps en plus. Hein. La chloroquine, c'est un débat sans fin. On entend tout, le contraire de tout, et éventuellement le contraire du contraire de tout dans la foulée. Je pense qu'il faut avouer que nous sommes tous un peu perdus parce qu'on n'a pas les références médicales et les références des études. Des études se contredisent. Il y a un magazine mondial, le Lancet, qui a dit que ça valait pas un clou, tout ça, etc. Avant qu'on découvre que ce même magazine avait plus ou moins utilisé des données fallacieusement envoyées par tout un tas d'intérêts privés. On parlera des conflits d'intérêts tout à l'heure. C'est le 4e scandale. Je vous mets en appétit, hein, c'est l'heure là. Donc, Raoult, la chloroquine. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre conviction moi, je suis convaincu depuis le début. Déjà, quand il y a eu le SRAS, le premier coronavirus chinois, il y a quelques années, les Chinois avaient testé l'hydroxychloroquine, avaient montré que ça marchait, d'abord au laboratoire sur le virus, et puis ils avaient commencé à l'utiliser, puis l'épidémie s'est rapidement terminée. Ça avait même été publié dans la prestigieuse revue The Lancet, et même Anthony Fauci, maintenant qui est un anti-chloroquine primaire, à l'époque, avait dit, tiens, on parle du conseiller là du président américain Trump. C'est un des responsables de la FDA, qui est l'agence du médicament américaine, et un peu l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis, quoi. La chloroquine, ça marche ou ça marche pas? Bien sûr que ça marche. Après, quand Raoult a fait ses 24 malades, sur 24 malades, c'est difficile d'évaluer forcément quoi qu'ils avaient survécu, mais d'évaluer un petit peu l'effet sur la maladie. Il n'y a pas suffisamment de monde, mais il avait montré sur le virus que chloroquine, surtout en association avec l'azithromycine, le virus se cassait la figure beaucoup plus vite, et avec un test significatif très, très fort. Alors, moi, j'ai appris en statistique qu'un test significatif très fort sur un petit nombre de gens est beaucoup plus puissant qu'un test sur un grand nombre de gens. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, 24 malades, les gens ont rigolé, on nous a dit n'importe quoi. Après, il y en a mis 80, 150, 350, 1500. Après, il a publié sur 3500. Il y a beaucoup moins de morts à Marseille que dans tout le reste de la France. On a dit, ouais, mais c'est normal, les Marseillais, ils sont moins malades qu'ailleurs, il fait beau. Non, mais c'est n'importe quoi. Raoult, il n'a pas planqué les personnes âgées qui étaient très malades. Alors, c'est vrai que dans son étude, moi, je l'ai bien analysé, il y a des gens qui ont des formes peu sévères, il y a des gens qui n'étaient pas hospitalisés. Mais ce qui compte quand on juge l'épidémie, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas le nombre total de cas, etc., c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès parmi les personnes hospitalisées. Mais quand vous étiez hospitalisé à l'IHU de Marseille, vous aviez beaucoup plus de chances de sortir debout, rentrer chez vous, que de sortir les pieds devant, contrairement à d'autres hôpitaux. On a menti parce que ça dérange la France entière qu'on est moins morts à Marseille. Ils disent oui, mais l'étude de Raoult n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de placebo. Là, je hurle. Même Yazdan Pana a publié quand il y avait Ebola que c'était pas toujours éthique de faire un placebo en situation d'urgence. Et c'est les mêmes qui aujourd'hui disent un placebo est indispensable. Je rappelle qu'un placebo a été inventé par les Anglais il y a longtemps, quand on voulait évaluer un médicament qui marchait pas forcément très bien, parce qu'un effet placebo, on est réconforté parce que le médecin s'occupe de vous, on vous donne un comprimé qui peut être du sucre, et ça peut peut-être vous réconforter sur le moment dans 20% des cas, mais ça guérit pas une maladie infectieuse grave.
quand un médicament comme hydroxychloroquine, azithromycine marche à plus de 95%, le placebo, c'est absolument pas éthique. Ça aurait peut-être été éthique s'il n'y avait aucun traitement connu, mais là, on avait déjà des données de la Chine et des données préliminaires de Roll qui montraient que ça marchait. Alors après, il y a eu cette avalanche d'études anti-chloroquine qui étaient toutes nulles. Moi, je les ai toutes épluchées. C'était des études où les gens étaient mourants, on leur donnait un comprimé de plaquenil, on disait, voyez, ça augmente la mortalité. Après, les études totalement fallacieuses et fabriquées de toutes pièces du Lancet, du New England Journal, les plus grands journaux du monde qui se sont rétractés. Vous imaginez, alors on me dit, je suis complotiste, il y a forcément un chef d'orchestre derrière. Comment voulez-vous que tous les grands journaux du monde publient à la même période des études pour détruire la réputation de la chloroquine. Et c'était dramatique, c'est des conséquences mortelles. Parce que si vous regardez, il y a des gens qui ont analysé la mortalité dans tous les pays du monde. Et comme la plupart des pays, sauf les pays riches, ont donné de la chloroquine massivement, vous voyez la mortalité qui baissait. Il y a eu un effet Lancet. C'est-à-dire que les médecins étaient convaincus qu'ils faisaient bien, ils voyaient les bons résultats. Quand le Lancet est paru, ils ont dit, ah bah zut, si c'est la plus grande revue du monde qui dit ça, je vais arrêter de prescrire. Il y a un pic de mortalité qui a duré 3 semaines dans tous les pays qui ont arrêté la chloroquine. Puis après, quand le Lancet a avoué que c'était une fausse étude, la mortalité est repartie à la baisse. Donc quand je vois les infectiologues qui ont osé attaquer Raoult en disant que c'était des fake news, que dire que la chloroquine marchait, c'est un scandale. Ils savent pas lire. Toutes les données on peut les avoir. Si on compare les pays du monde, la France et les pays riches sont très mal à l'aise. Il y a même des pays qui ne sont pas si pauvres que ça, quoi. Quand on compare le Portugal et l'Espagne, il y a juste une frontière entre les deux. Le Portugal a donné la chloroquine à tout le monde, ils n'ont presque pas eu de mort. En Espagne, il y en a eu beaucoup. Et des exemples comme ça, il y en a plein en Europe de l'Est. Donc, alors maintenant, quand on regarde les études publiées qui sortent à part toute cette série d'études vraiment scandaleuses, que ce soit les médecins de New York, les Italiens, l'étude au Bangladesh, les études partout, toutes les études publiées actuellement sont largement en faveur hydroxychloroquine, azithromycine et même l'ivermectine, qui est un antiparasitaire. Au Bangladesh, il y a des succès phénoménaux. Et tout ça, ça coûte pas cher. Je pense qu'on a voulu tuer la chloroquine pour défendre des intérêts commerciaux, le remdesivir qui marche pas, qui est toxique, et puis le vaccin, parce que on va y venir. Quelle est votre conviction à vous sur la chloroquine? Je ne suis pas là pour donner ma conviction personnelle. Bah si, vous êtes toubib. Oui, je suis toubib, mais je suis psychiatre. Donc je vais rester là pour un coup, Certes. dans mon rôle de parlementaire, que j'essaye de faire vraiment du mieux possible. Et j'adhère complètement à ce qu'a dit Christian Perron juste avant moi, donc je ne vais pas le répéter. Par contre, ce qui m'a complètement choquée, encore une fois, dans mon rôle de parlementaire, où je dois être extrêmement attentive à contrôler l'action du gouvernement, c'est que suite à la publication du Lancet, encore une fois, cette étude a été retirée, suite à la publication du Lancet, le ministre de la Santé a pris de façon totalement émotionnelle un décret qui a interdit l'utilisation de cette molécule en France. Et ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale parce qu'on ne sait pas combien de personnes n'auraient pas peut-être trouvé la mort avec l'utilisation de cette molécule. C'est un scandale parce que les médecins en France font jusqu'à 10-12 ans d'études, ils prêtent serment, ils connaissent leurs patients et c'est à eux, devant des tableaux cliniques, à évaluer de façon très juste le médicament qu'ils vont utiliser ou non. De façon très claire, le protocole du professeur Raoult et d'autres, parce que ça a été utilisé très largement et heureusement, n'oublions pas que nous sommes la première région qui a été impactée. Je sais que des confrères en ont pris personnellement, des confrères libéraux, parce que quand il fallait qu'ils soient en première ligne et qu'ils étaient malades, parce que oui, ils ont payé de leur vie, puisqu'il y a eu 5 fois plus de décès en libéral, soignants, infirmiers, médecins, etc., qu'à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il y avait, bon an, mal an, quand même quelques protections. Donc, avoir retiré cette possibilité d'exercer en France, ça, ce n'est pas admissible. Toutes ces personnes qui ont pris des décisions extrêmement délétères pour les Français à ce moment-là n'ont pas été du tout dans le respect de ces personnes qui avaient l'art de décider. Et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, parce que justement, ils ont été privés de leur exercice. Et c'est
pour moi, quelque chose qui n'est pas entendable. Raison pour laquelle, tu le sais, je n'ai pas pu voter ce qu'on nous demandait de voter, c'est-à-dire le plan de déconfinement, parce qu'il n'y avait toujours aucune stratégie thérapeutique. Du coup, ça vous a permis d'être exclu du groupe LREM, et du coup, ça vous a permis d'avoir ce langage très libre aujourd'hui. Donc, il faut remercier M. Legendre et tous les autres. Je pense Hein que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ce langage-là, je l'ai eu depuis le début. Sur d'autres sujets. Oui, c'est vrai. Et donc, en effet, je pense qu'ils n'attendaient plus que ça pour se débarrasser de moi. Je partage des choses sur le reste. Je veux juste répondre sur les États-Unis et le Brésil, où malheureusement les présidents ont dit l'épidémie, on s'en moque. Ils n'ont pas du tout demandé aux gens de se confiner. Autant je n'étais pas pour un confinement généralisé, mais il n'y avait même pas de recommandation de confinement ciblé. Ça a été géré, à mon avis, de façon extrêmement maladroite, ce qui fait que l'épidémie s'est propagée de façon énorme dans les deux pays qui sont immenses, hein, quand même. Et on voit qu'il y a une première vague dans la partie est des États-Unis, puis l'ouest longtemps après. En revanche, où je suis pas d'accord, alors, aux États-Unis, comme Fauci dit, il ne faut pas donner la chloroquine, Trump disait qu'il faut la donner. Selon qu'on était démocrate ou républicain, il y a des États qui ont donné beaucoup de chloroquine et d'autres pas. Et dans les États avec la chloroquine, il y a eu beaucoup moins de morts. Alors, quand il y a une épidémie, il ne faut pas compter en termes de mortalité, qui est le nombre de morts sur la population, c'est en termes de létalité, le nombre de morts sur le nombre de cas. Et si vous regardez la létalité aux États-Unis et au Brésil, alors c'est vrai qu'il y a énormément de cas, mais la létalité a été très faible, a été inférieure à 5%, alors qu'en France, on était les premiers au monde à 18,5%. La létalité a été bien plus importante en France que partout ailleurs. L'Italie nous a battus au début, mais dès qu'ils ont donné la chloroquine partout, on a vu du jour au lendemain, la létalité a chuté. La Grande-Bretagne est restée derrière nous, la Belgique, les autres pays européens. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vérifier sur les sites officiels avec tous les chiffres. D'habitude, quand on parle d'épidémie, de grippe, et tu vas le confirmer, on a un chiffre, on retient un chiffre, 150 cas pour 100 000 habitants. Pour le Covid, on parle d'épidémie à 50 cas pour 100 000 habitants. Pourquoi ? En tout cas, sur les vaccins, tout ça, quand j'étais président du comité technique des vaccinations pendant 15 ans, j'ai eu des sollicitations des fabricants de vaccins, vous imaginez bien. Ouais. Et ça, j'ai toujours refusé. Et progressivement, j'ai supprimé tous les liens avec l'industrie. Mais je sais comment ça marche. Et c'est des sommes qui sont énormes. Alors, le problème, quand la loi Bertrand était très utile pour que ce soit plus transparent, il y a le site Transparence Santé où les gens déclarent ce qu'ils ont gagné. Mais ils sont obligés de déclarer. Alors, il y a eu, malheureusement, l'industrie pharmaceutique a fait un lobbying pour que dans les décrets d'application, on ne mentionne que les frais de bouche. C'est-à-dire, bon, l'avion, l'hôtel et les restaurants. Alors, certains, naïvement, déclarent le reste, mais il y en a qui ne déclarent pas. Ils ne sont pas tenus de déclarer les honoraires, le montant des contrats. Alors, quelquefois, les contrats, c'est pas uniquement personnel, quelquefois, c'est pour son service ou pour son équipe. Labo, oui. Mais il y en a aussi qui se le mettent dans la poche, ça dépend des gens. Et ça, ces sommes n'apparaissent pas. Donc, les sommes que vous voyez, déjà, c'est pas les sommes réelles. Et puis, moi, je sais par des copains qui ont travaillé au plus haut niveau de l'industrie aux États-Unis dans différents labos, ils me disent, il y a que dans le monde entier, hein, ce qu'on appelle les key opinion leaders, c'est les leaders d'opinion majeurs qui peuvent influencer tous leurs collègues, influencer les sociétés savantes. Ils touchent beaucoup plus sur des comptes offshore qui sont non déclarés. Alors, j'ai pas de preuves, je peux pas dénoncer un tel ou tel labo, mais je sais que ça existe. Et moi, pour en avoir discuté avec même des journalistes qui ont fait des travaux d'investigation avec des hommes politiques, ça existe dans d'autres domaines que la santé. Oui, bien sûr. Et il y en a, je sais que j'ai des collègues, paraît-il, je sais pas dans quel pays, qui ont des cartes Visa, ils peuvent tirer ce qu'ils veulent, c'est des comptes anonymes. Donc, quand on voit que telle personne a touché telle somme, c'est pas, je généralise pas parce que je pense que c'est un tout petit nombre de personnes dans cette situation, mais ça peut être des personnes très influentes dans tous les domaines. Le parlementaire, son travail au quotidien, c'est de lutter contre les lobbies. Normalement. Parce que ça, normalement, oui, tu le dis très justement, mais on est assailli par mail ou par tentative de rendez-vous, etc., des lobbies. Ce que j'ai à dire, c'est que la semaine prochaine, il y a une société savante qui se réunit en congrès, les médecins qui vont parler de maladies infectieuses. Cette société savante attaque directement le professeur Raoult. Cette société a touché 800 000 € l'année dernière du labo Gilead et tous les membres de cette société touchent également. C'est relativement transparent parce qu'on peut le retrouver, mais ils ont tous
bien plus que des liens d'intérêt avec certaines industries pharmaceutiques. Donc ça perturbe complètement le débat autour de l'efficacité ou non de certaines molécules. Il n'y a peut-être pas tant d'endroits que ça où on peut parler aussi librement qu'on le fait ici. Merci à tous. Merci.